Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Mathieu, voici une statistique qui frappe fort. Au milieu des années 1990, 21,4% de la population autochtone canadienne affirmait pouvoir converser dans une langue autochtone. 10 ans plus tard, ce pourcentage n'était plus que de 15,6%. Ce sont effectivement là des chiffres rapportés par la journaliste Caroline Monpetit dans son plus récent ouvrage intitulé « Bonjour Kwe » à la rencontre des langues autochtones du Québec, paru en novembre 2022 chez Boréal. Alors que les années 2022-2032 ont été consacrées décennie internationale des langues autochtones par l'UNESCO, cet ouvrage montre que ces langues, bien qu'elles soient fragilisées par la colonisation et l'hypermodernité, jouent néanmoins un rôle essentiel dans la vie quotidienne de leurs locuteurs et locutrices, en plus de faire l'objet d'un important travail de réappropriation. Journaliste au devoir depuis plus de 3 décennies, Caroline Monpetit reprend, ou plutôt bonifie, dans son livre « Bonjour Kwe », une série d'articles parus en 2017 dans ce quotidien montréalais pour témoigner des réalités linguistiques autochtones du Québec. Ce livre s'articule en 11 rencontres avec des locuteurs et locutrices des 11 nations du Québec, des personnalités phares de leur communauté telles que Roméo Saganache, Joséphine Bacon, Dave Janis ou David Kistabiche. Écoutons donc la journaliste Caroline Monpetit au micro de Mathieu Lavigne. Caroline Monpetit, bonjour. Bonjour. Caroline, votre intérêt pour les questions autochtones remonte aux années 1980. Qu'est-ce qui, à cette époque, vous incite à suivre les enjeux qui touchent les premiers peuples? Comme c'est souvent le cas dans le travail de journaliste, c'est un peu par hasard que je suis arrivée dans une situation très particulière. En fait, j'étais à l'époque surnuméraire à la presse et je reçois un appel d'environnementaliste d'Oka qui me parlait d'arbres qu'on voulait couper pour faire un terrain de golf. Alors, on se rend sur place et je fais des entrevues et ils me disent, au fait, il y a des Autochtones qui revendiquent ce territoire-là aussi et qui partagent nos préoccupations et qui sont inquiets. Donc, je m'en vais les voir. Je vais voir le conseil de borne et je leur pose des questions et ils me parlent de ces enjeux-là. Donc, ça, c'était au moins 1 an avant la crise d'Oka. Donc, je commence à couvrir ça et à partir de là, durant toute l'année qui a suivi, la tension montée. Il y avait des barricades pacifiques là, au départ. Là. À ce moment-là, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien. Il y avait juste une barrière sur un chemin un peu désert. Là. Mais bon, les négociations achoppaient, il n'y avait rien qui se passait. J'ai continué de les couvrir. Entre-temps, je suis allée au devoir, je me suis retrouvée au devoir. Et bon, j'avais cette histoire-là en tête tout le temps, puis finalement, bon, comme vous le savez, la crise a éclaté, il y a eu ces images, il y a eu un policier tué. Bon, en fait, entre-temps, à un moment donné, parce que les tensions montaient, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de règlement, les Autochtones de Kanesatake ont dit, il y a des armes, il y avait, je me souviens que c'était Hélène Gabriel à l'époque qui était porte-parole, et elle disait, là, il y a des armes ici, puis ça inquiétait plusieurs personnes, d'ailleurs, plusieurs Mohawks, qui disaient, là, ils ont des armes, il y en a un, entre autres, dont je me souviens qui m'a dit, moi, je m'en vais. Il avait été là depuis le début, mais il dit, là, il y a des armes, je m'en vais. En tout cas, bref, on a su qu'il y avait des armes. Finalement, la SQ a décidé d'intervenir et, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'un policier est mort, puis il y a eu ces images absolument qui ont marqué l'imaginaire québécois. Là, de ces voitures de police de la SQ crunchées sur la route avec des Mohawks, avec des armes, masqués. À partir de ce moment-là, tout le Canada et éventuellement toute la planète a été conscientisée aux enjeux autochtones. Mais jusque-là, écoutez, honnêtement, c'est à ce moment-là, en 1990, j'ai eu l'impression, moi j'étais jeune journaliste, là, j'ai eu l'impression que le Canada, pas le gouvernement du Canada, bien sûr, qui était au courant, mais les citoyens ont découvert qu'il y avait des Autochtones près de chez eux et qu'il y avait plein de choses pas réglées. Mais surtout,
les enjeux autochtones étaient comme en dormance. Ouais, c'était pas sur le radar du tout. Là. Pas du tout, ouais, c'est ça. Et justement, j'ai goût de vous parler un peu du traitement médiatique de la crise d'Oka. Vous y étiez, vous avez couvert la crise d'Oka pour Le Devoir. Plus de 30 ans après ces événements, quel regard vous portez sur la couverture médiatique des événements de l'été 1990? Ben, je pense que comme les citoyens, les journalistes patinaient un peu, savaient pas trop. Il y a eu... Bon, là, c'est évident que la présence d'armes sur le terrain, il y avait des vétérans de la guerre du Vietnam qui avaient creusé des tranchées. L'armée est intervenue. Donc, les journalistes apprenaient à mesure, en même temps que les autres, à traiter ça. Il y avait des grosses préoccupations, des préoccupations sérieuses à propos de la sécurité. C'était pas mal dans le feu de l'action. Là. Les journalistes couvraient ça au quotidien de leur mieux. Il y a eu quelques excès. Là. Par exemple, l'histoire de Lasagne, qui n'était pas un vrai autochtone, supposément, alors que c'était faux. Il était né à Brooklyn, mais bon, ça en fait pas un faux autochtone pour autant. On a fait un héros d'un soldat parce qu'il avait soutenu le regard d'un autochtone. Donc, on était un peu à la recherche de symboles, là, disons. Forte, le plus troublant pour moi, ça a été peut-être la question du pont Mercier. Puis à un moment donné, il y a eu des gens qui ont lancé des roches et d'avoir vu cette foule en colère dans mon pays. Puis à l'endroit où j'avais grandi, j'avais jamais vu ça. C'était assez perturbant. Oui. Et écoutez, les Autochtones sont encore en train de reconquérir leur place aujourd'hui dans l'espace public, disons. Donc, autant dire qu'en 1990, ils ne l'avaient pas. Donc, c'est sûr que on a couvert plutôt... on leur donnait la parole un peu, mais évidemment, ils étaient suspects. Mm-hmm. Et bon, il y a des gens qui ont dénoncé le fait que des ministres aient négocié avec des gens qui étaient encagoulés. Mais il y avait une méconnaissance et il y en a encore une. Ça s'améliore tranquillement, mais ça fait quand même... ça fait 30 ans de ça, là. Oui, tout à fait. Et Caroline Montpetit, vous avez fait paraître en novembre dernier chez Boréal l'ouvrage « Bonjour Kwe, à la rencontre des langues autochtones du Québec ». C'est un livre qui se veut une version bonifiée d'une série de textes parus dans les pages du Devoir sur les réalités linguistiques autochtones du Québec. Vous évoquez dans ces pages un certain dynamisme des langues autochtones au Québec, du moins si on compare avec la situation présente dans le reste du Canada. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène, j'ose pas dire cette santé, mais à tout le moins cette plus grande santé des langues autochtones au Québec? Bien, écoutez, en fait, on les explique pas vraiment pour l'instant. Ce qu'on sait par rapport aux langues autochtones en général, c'est que à la préservation des langues autochtones en général, c'est que au fil des siècles, disons, les langues autochtones se sont mieux préservées dans des communautés qui étaient plus isolées, qui étaient plus loin des grands centres. Donc, c'est le cas de l'Atikamekw, qui est considérée comme la langue autochtone la plus vivante au Canada. Qui se parle au Québec, à Manoine, entre autres. Et, par exemple, l'Inuktitut, dans le Nord, évidemment, les communautés sont très isolées. L'Innu, jusqu'à un certain point, le cri se décline dans plusieurs dialectes assez distincts et identifiés comme tels. Mais, bon, évidemment, le fait qu'ils se parlent jusque dans l'Ouest canadien, bien évidemment, il y a une certaine vitalité qui vient de là, mais c'est ce qu'on constate. Par exemple, les Wendat, qui étaient très intégrés, qui ont été des commerçants, qui ont été très actifs, qui étaient très respectés aussi, et qui ont eu beaucoup de contacts avec les missionnaires dès le début, ont davantage perdu leur langue. Les Abénaquis aussi. Les Abénaquis aussi, la langue plus fragile. Ouais. Pour ce qui est du Québec, c'est vrai qu'on considère que les langues autochtones sont mieux préservées au Québec que dans le reste du Canada. Moi, je ne peux pas vous donner d'explication sûre. Il y aurait peut-être... il y a moins d'Autochtones au Québec que dans l'Ouest canadien, par exemple, et... Je crois que les pensionnats, ils sont arrivés plus tard et ils ont duré moins longtemps. Donc, ça pourrait être un facteur parce qu'on sait que dans les pensionnats, les enfants autochtones ont été encouragés à délaisser leur langue. Ils étaient souvent punis, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. En fait, on voulait clairement en faire des francophones et des anglophones. Caroline Montpetit, votre livre donne la parole à une dizaine de personnes autochtones qui racontent leur rapport à leur langue. Au fil de ces récits, on prend la mesure de la grande diversité de ces parcours individuels, de ces histoires familiales. Malgré la diversité de ces voix, est-ce qu'il y a quelque chose qui traverse ces témoignages? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur est commun à ces témoignages? Bien, dans tous les cas,
on sent l'attachement viscéral à la langue. Je me rends compte, en fait, je dis que je m'en rends compte, mais je devrais le savoir puisque je suis francophone et que je vis en Amérique et que pour les francophones, l'attachement à la langue est absolument viscéral et a traversé les siècles aussi. Je pense que ça leur donne accès, ça leur donne ou ça ne leur donne pas s'ils ne la parlent pas. Et d'ailleurs, je veux préciser tout de suite que la langue n'est pas nécessairement un facteur d'identification, d'identité autochtone. Il y a beaucoup d'Autochtones qui ne parlent pas leur langue, mais qui demeurent des Autochtones et qui portent l'identité et la culture autochtone. Mais il y a comme un accès à un monde qui a traversé les millénaires, dont on a essayé de les éloigner. Et ce qui m'impressionne énormément, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir, jusqu'à un certain point, se remettre en contact avec ce monde-là. On parlait du Wendat tout à l'heure. C'est vrai de l'Abénaki. L'Abénaki aussi est très, très, très fragile, mais le Wendat a été considéré comme une langue éteinte à partir de la fin du 19e siècle, ça fait quand même longtemps. Alors, je corrige tout de suite. On disait éteinte, on va dire en dormance. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Je pense que c'est juste. J'étais au Salon du livre autochtone à Québec il y a quelques semaines et il y avait le poète Louis-Carl Picard-Sioui qui a écrit 15 poèmes en Wendat. Il dit, je les ai écrits directement en Wendat, je les ai pas traduits. Et il a travaillé très, très fort là-dessus et il les a dit sur scène. Donc, il y a quelque chose de vraiment impressionnant là-dedans. Je pense que oui. Et d'ailleurs, dans le livre, j'en parle. En fait, il y a eu depuis quelques années, il y a le projet Yawenda qui a vu le jour à Wendake, donc un projet de revitalisation de la langue Wendat qui est très ambitieux, très très ambitieux parce que des langues éteintes, il y en a pas. D'ailleurs, il y a un problème démographique aussi avec les langues autochtones et ça. Ça, c'est vrai de beaucoup de langues sur la Terre. Là, ça, c'est pas nécessairement en lien direct. C'est pas en lien direct ni avec les pensionnats ni avec la réalité québécoise ou canadienne. Mais par exemple, je cite une étude australienne qui dit que sur les 7000 langues qui sont parlées sur Terre, il y en a 1500 qui seraient éteintes à la fin du siècle. Et c'est assez conservateur parce que j'entendais d'autres chiffres encore beaucoup plus inquiétants. Donc, il y a une question démographique. C'est sûr que le bassin de Wendat, qui peuvent parler Wendat, est limité. Donc, ça joue aussi dans la survie de la langue. Mais je sens un attachement viscéral, c'est quelque chose d'important pour eux. Dans certains cas, c'est ça. C'est quelque chose... il y a des gens comme, par exemple, le Malécite de Dave Janis. Il disait... il sentait son identité fragile. Ça fait pas très longtemps que les Malécites ont reconnu. Et lui raconte aussi les difficultés qu'il y a eu dans sa propre communauté à se faire reconnaître comme autochtone. Et il disait, si je dis quelques mots de la langue, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont me considérer comme un autochtone? Caroline Monpetit, donc les témoignages au cœur de votre ouvrage posent la grande question de la transmission. Vous avez évoqué un peu plus tôt le projet Yawenda à Wendake, donc un projet de revalorisation des langues autochtones. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça que vous pourriez mentionner, des projets là, qui illustrent cet attachement collectif aux langues autochtones? Oui, un autre exemple qui m'impressionne beaucoup, c'est le cas de la langue atikamekw. Tout récemment, ils ont lancé une page Wikipédia en atikamekw. Et ça, je trouve que c'est vraiment un indicateur de la vitalité. Wikipédia est un outil tout à fait actuel, extrêmement utilisé. Et ils ont décidé d'offrir un site dans cette langue-là. Donc, ça montre à quel point ils sont à la page. Il y en a d'autres. Là, j'en parle dans le livre. Là, chez les Inuits aussi, on a mis sur pied des comités auprès des aînés pour créer des nouveaux mots pour faire face aux nouvelles réalités. Ce sont beaucoup des... Moi, évidemment, je parle pas 11 langues autochtones. En fait, je dis seulement quelques mots dans quelques-unes d'entre elles. Mais ce sont, dans l'ensemble, beaucoup des langues descriptives. Hein. Par exemple, il y a David Kistabiche, qui est un Anishinaabe, qui me raconte... un orignal a 2 sabots. Alors, quand on s'est mis à parler du cheval, on a dit celui qui a un sabot. Puis quand on s'est mis à parler de la girafe, on a dit celle qui a un sabot et un long cou.
Donc, ils arrivent à trouver des façons de décrire des nouvelles réalités, comme par exemple un ordinateur ou... C'est magnifique. Oui. L'ordinateur, comment... le mot ordinateur en atikamekw, ça se dit « ce qui garde la mémoire ». Bon, par exemple. C'est de toute beauté. Oui. Ou, donc, il y a des comités d'aînés qui s'appliquent à trouver des mots. Je parle à Roméo Chaganache, qui a été le premier député CRI élu à la Chambre des communes. Et après son élection, il est allé dans sa communauté. Il disait qu'il y avait eu des rencontres là, prolongées avec les gens de sa communauté et qu'ils ont dit, oui, mais comment on dit ça? En CRI, un député, il n'y avait pas de mot pour dire un député parce qu'il n'y en avait jamais eu. Et ils ont discuté longtemps et finalement, ils ont trouvé un mot qui dit celui qui parle en votre nom. Celui qui parle en ton nom. Et bon, ce sont beaucoup aussi des langues polysynthétiques. Évidemment, c'est assez compliqué. Ça, c'est au niveau de la syntaxe. En fait, pour nous, ça serait un bout de phrase, mais pour eux, c'est un mot. Donc, celui qui parle en son nom, c'est un seul mot. Oui. Et ça les rend un peu difficiles à apprendre. Oui, disons que c'est très différent du français et de l'anglais. Tout à fait. Ouais. Caroline Montpetit, à quelques reprises dans votre ouvrage, on croise un élément de l'héritage missionnaire en territoire autochtone, c'est-à-dire le rôle joué par plusieurs missionnaires catholiques et protestants dans la consignation et la retranscription de nombreuses langues autochtones. Pensons notamment aux dictionnaires rédigés par des missionnaires et qui sont aujourd'hui utilisés, par exemple, dans la revalorisation de certaines langues. Je pense aux langues abénaquis et wendat, notamment. La présence missionnaire en milieu autochtone, au fil de l'histoire, on le sait, elle est aussi associée à des éléments beaucoup moins positifs pour les premiers peuples. On pense notamment aux pensionnats, évidemment. Quel était le rapport de vos interlocutrices et interlocuteurs autochtones face à l'héritage linguistique des missionnaires? Écoutez, je ne veux pas parler en leur nom de ça, mais au niveau de l'héritage linguistique, je pense que beaucoup de gens des communautés reconnaissent... En fait, les missionnaires ont été vraiment actifs dans la transcription par écrit des langues autochtones. Donc, tout l'alphabet syllabique est un héritage des missionnaires. Évidemment, bon, on s'entend, là, les langues autochtones au Québec, au Canada, avant l'arrivée des colons européens, c'était des langues orales. Il n'y avait pas d'écriture. Donc, les missionnaires, dans tous les cas, ont joué un rôle très important dans la transcription par écrit. Donc, évidemment, dans la préservation jusqu'à un certain point. Et curieusement, en fait, je vous parlais du Wendat tout à l'heure. Le Wendat était parlé par les missionnaires beaucoup. Et entre autres, Brébeuf a beaucoup travaillé sur la langue Wendat. On disait le Huron à l'époque, là. Maintenant, on dit Wendat. Donc, il y a un héritage certain. Et je pense que les Autochtones d'aujourd'hui veulent pouvoir écrire leur langue. Donc, c'est sûr qu'ils ont... oui, on peut dire que c'est un héritage positif. Ceci étant dit, dans certains cas, comme c'est le cas du Micmac, par exemple, Janine Métallique, là, qui me donne l'entrevue, elle parle de différents missionnaires qui ont apporté différents orthographes. Dans plusieurs cas, en fait, presque dans tous les cas, j'oserais dire, là, sans vouloir me tromper, que la définition d'une orthographe stable est encore... c'est encore instable. Encore en chantier, il y a plusieurs orthographes du Micmac qui viennent de différents missionnaires. Oui. Donc, il y a encore des choses à faire. Oui, c'est ça. Il y aurait intérêt... J'entendais récemment Yvette Molène, qui était extrêmement intéressante, qui est une professeure d'Innu, et elle disait, au niveau de l'Innu, encore, dans les communautés, il y a disons, des patois ou des dialectes. On fait des formes différentes de communautés, mais elle disait ça serait peut-être une bonne idée d'avoir un seul orthographe, de stabiliser l'orthographe pour que les jeunes puissent l'apprendre à l'écrit plus facilement. Caroline Montpetit, en portant attention aux témoignages qui sont au cœur de votre ouvrage, que je rappelle le titre, Bonjour Kwe, à la rencontre des langues autochtones du Québec. Donc, dans votre ouvrage, on constate que les langues autochtones peuvent être en quelque sorte le lieu d'une réconciliation aux multiples facettes. Je pense ici notamment à la prise de parole de Dave Jennis, vous l'avez évoqué un peu plus tôt. Donc, c'est un homme de théâtre au Lastogwick qui illustre comment la langue fut, pour lui, et même, je pense, collectivement, le lieu d'une réconciliation au sein même de cette nation, au Lastogwick, donc qu'on appelait les Malicites autrefois. Caroline, est-ce que vous avez l'impression que c'est là peut-être une facette de la réconciliation, c'est-à-dire cette nécessaire réconciliation au sein même des communautés autochtones, qu'on a tendance, du côté non autochtone, à oublier? Oui.
Je pense, en fait, et plus ça va, plus je pense que la langue est un élément capital de la réconciliation, je sais pas, mais en tout cas de la réparation. On en a parlé tout à l'heure, de la guérison. Et ça... en fait, c'est une question de valorisation, c'est-à-dire de valorisation de l'identité autochtone. Ces langues-là, on a tenté de les éteindre, là. Donc, oui, le fait de se réapproprier la langue, d'en dégager une fierté, de dire j'ai une langue à moi et j'en suis fière et elle a survécu non seulement au millénaire, mais aussi au siècle de colonisation. Je pense que c'est une réparation et je pense que la réconciliation vient dans la fierté retrouvée des Autochtones. Et récemment, je parlais à Kim Obom-Sawin, qui vient de faire une magnifique série qui a été diffusée à Radio-Canada, justement où elle fait le tour un peu des premiers peuples du Québec, et ça s'appelle « Laissez-nous raconter ». En fait, c'est les Autochtones qui racontent l'histoire telle qu'ils la perçoivent. Et j'utilise un exemple assez probant. Par exemple, il y a un Micmac qui raconte que quand Jacques Cartier est arrivé avec ses hommes, il dit on a rencontré des hommes malades et perdus, et on les a accueillis, on les a soignés parce qu'on n'est pas des sauvages. Donc, se donner le rôle qu'on mérite, je pense que c'est un élément extrêmement important de la réconciliation. Et Kim Obom-Sawin me disait, les Autochtones vont déjà mieux. Ils sont plus forts. Évidemment, il y a eu une telle prise de conscience, surtout récente, là, vraiment dans les dernières années. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup à la radio. On veut leur donner une place. Déjà, je pense que la réconciliation est en marche, là. Ils ont dit leur souffrance extrême, notamment avec la Commission Vérité et Réconciliation. Et ils ont dit des choses qu'ils avaient tues. Hein. Les parents disaient même pas à leurs enfants qu'ils étaient allés au pensionnat. Donc, il y a des vérités qui sont sorties. Je vous dis pas qu'elles sont toutes sorties et il y a sûrement encore beaucoup de chemin à faire, mais je crois qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et les langues, la valorisation des langues, qui sont un héritage extraordinaire. En plus, ça nous donne accès à toute l'Amérique précoloniale, ce qui est quand même pas rien, là. Ça dit le territoire que maintenant, sur lequel on cohabite, là. Ils avaient un nom pour les chaque lac, pour chaque montagne. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement riche. Et en plus, on les utilise, ces noms-là, quand on parle de Saskatchewan ou d'Abitibi ou d'Hochelaga. Ce sont des noms autochtones dont on ne connaît plus la signification. Mais, donc, leur héritage, il est là. Et je pense que la réconciliation et la revalorisation passe par là, bien sûr. Ouais. Ah oui. En terminant, Caroline Monpetit, une fois complétées ces 11 rencontres, une fois terminé ce panorama des réalités linguistiques autochtones au Québec, vous êtes optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de ces langues? Honnêtement, je peux juste être optimiste en ce sens que je pense qu'il y a un regain d'intérêt. Écoutez, c'est difficile à dire, là, optimiste ou pessimiste. Je suis optimiste en ce sens que je sens qu'il y a vraiment un intérêt. Je pense qu'on en a donné quelques exemples et qu'il y a... le gouvernement du Canada vient d'adopter une loi sur les langues autochtones dans laquelle il se promet de les protéger, en fait, de financer leur promotion et leur revitalisation. Je vous ai dit qu'il y a des enjeux démographiques importants, très importants même. Dans certains cas, parce que on peut parler de programmes, on peut parler de gens qui réapprennent leur langue. Pour des jeunes, il y a un enjeu d'évolution sociale, c'est-à-dire que dans certains cas, Nicole Petitcoué l'a dit, par exemple, elle dit il y a des parents qui se demandent si mon enfant fait trop d'Atikamekw à l'école, est-ce que ça va lui nuire en français ou en anglais? Donc, je dirais que ce sont des enjeux démographiques, dans le sens que, est-ce qu'il y a assez il faudrait pouvoir travailler dans la langue, il faudrait pouvoir entendre la langue à la radio, une langue, pour être vivante, il faut qu'elle soit pertinente. Il faut qu'on la parle. Moi, je vous parle en français ici. Je travaille en français. Si je ne pouvais pas travailler en français, puis si je ne pouvais pas parler français, si je ne pouvais pas travailler en français, mais je parlerais une autre langue, probablement, pour travailler. Si mon enfant ne peut pas aller à l'école en français, il apprendrait une autre langue, puis à un moment donné, il ne l'apprendrait plus. Il faut que ça soit pertinent. Oui. Donc, il faut créer des occasions. Mais je pense que le momentum est là. Je pense qu'il y a de l'intérêt, il y a une volonté. Il faut que ça donne, il faut que ça continue. Il faut vraiment
vraiment que ça aille en s'accroissant. Là. Oui, oui. Caroline, il nous reste quelques minutes. J'ai le goût que vous reveniez sur l'histoire de Dave Jenyns. Peut-être nous raconter un peu son histoire. Écoutez, j'ai utilisé le mot malécite, mais Wolastoqiyik, oui. ouais, qui est le nom de la communauté. Mm-hmm. C'est une longue histoire un peu compliquée. Les Malécites, comme d'autres, là, ont été... les gouvernements ont tenté de les mettre dans les réserves, mais ça n'a pas marché parce qu'ils ne voulaient pas rester à l'endroit qui leur était assigné, qui étaient des terres pas intéressantes. Donc, ils se sont dispersés et c'est seulement récemment que le gouvernement du Québec a reconnu la nation malécite. Et les membres de cette nation-là ne parlaient plus la langue. Il y a eu aussi... en fait, Dave Jenyns raconte que son père a été très actif dans ses démarches pour la reconnaissance officielle du peuple malécite. Il y a eu de longs débats judiciaires. Les Malécites ont dû prouver leur présence continue sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. On les trouve notamment dans la région de l'île Verte, près de Trois-Pistoles. Alors, Dave Jenyns vient de là. Donc, ils ont finalement été reconnus. Il y a eu des recherches généalogiques. Puis, après ça, il y a eu une dispute dans la communauté. Il y avait une famille qui ne reconnaissait pas l'autre famille étant celle de Dave Jenyns. Donc, je pense qu'il a été blessé de ça aussi. Et ça l'a mené, entre autres, étant donné qu'on doutait de son identité autochtone, ça l'a mené à aller... c'est un dramaturge par ailleurs, là, c'est un homme de théâtre. Ça l'a amené à faire une démarche pour réapprendre sa langue. Et il a créé une pièce qui s'appelle Ktakomik, qui veut dire territoire en malécite. Et il a décidé d'y jouer en compagnie d'Ivani Aubin-Malo, qui est elle aussi une malécite et qui vient justement de la famille ennemie de celle des Jenyns. Alors, ils ont joué ensemble. Et par la langue, ils ont tenté une réconciliation. Donc, c'est un exemple assez éloquent du pouvoir de la langue. En fait, ils avaient tous les deux un intérêt pour cette culture, pour cette langue, et ils l'ont joué sur scène et ça a donné lieu à une réconciliation encore. Caroline Monpetit, un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Cette semaine, nous recevions la journaliste Caroline Monpetit, que nous remercions chaleureusement pour cette entrevue. Merci aussi à Daniel Fortin à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le site www.missioncheznous.com. Merci Catherine Egault. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.